Alors, Marion, c'est à toi. Je te laisse te présenter et puis après, je te laisse démarrer l'enregistrement. Parfait. Merci beaucoup. Déjà, je tiens à remercier la Maison des sciences humaines, le GRESEC, l'Université de Grenoble et évidemment Marie-Christine de m'avoir invitée aujourd'hui. Si je parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Je peux m'adapter. Il n'y a pas de problème. Je m'en rends pas trop compte dans cette salle-là. Ma présentation a déjà très bien été faite. Donc voilà, je suis en doctorat en sciences de l'information et de la communication. C'est ma dernière année. Je soutiens en juin ma thèse. Et donc aujourd'hui, je vous présente une partie du travail que j'ai réalisé pendant cette thèse-là. Alors pour le contexte, c'est effectivement une thèse que j'ai réalisée selon une convention industrielle de formation par la recherche. Une sorte de thèse que l'on réalise en tant que salarié d'une entreprise. Donc l'entreprise qui m'a embauchée s'appelle RSA Cosmos Konica Minolta. C'est un fournisseur de planétarium. Très succinctement, pour définir le planétarium du point de vue de sa structure, ça ressemble beaucoup à une salle de cinéma, sauf que l'écran, il est voûté, il est au-dessus des publics, et ce sont des lieux de médiation scientifique. Donc, il y a effectivement de la diffusion de films, mais pas que. Ce sont surtout des interventions de la part d'un médiateur, voilà, qui est là pour médier l'astronomie, mais aussi d'autres sciences d'ailleurs, hein, voilà. Et moi, je me suis focalisée sur l'astronomie et sur l'astrophysique. Euh, donc, ils fournissent les planétariums, mais ils développent aussi un logiciel de planétarium qui s'appelle Sky Explorer. Ma thèse a porté sur ce logiciel-là. Alors, si vous êtes un petit peu familier des jeux vidéo, ce logiciel, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais il ressemble beaucoup à un jeu vidéo. Il propose un monde ouvert. Son objectif, c'est de représenter l'univers, mais pas n'importe comment, puisque pratiquement l'intégralité des images qu'il représente sont basées sur des images scientifiques qui ont été produites par des astrophysiciens et qui ont ensuite été intégrées dans ce logiciel-là. Donc, on va aborder tout ça. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, la problématique de l'entreprise, j'insiste parce qu'après je vais parler de ma problématique de thèse, mais quand je suis arrivée là-bas, les directeurs de l'entreprise ont constaté que le logiciel est sous-utilisé par les médiateurs scientifiques. En tout cas, c'était leur ressenti. Et donc, il semblerait que les médiateurs n'exploitent pas au maximum le potentiel du logiciel pour faire de la médiation au niveau de l'astronomie. Donc ça, c'était la problématique professionnelle quand je suis entrée. Et l'objectif initial de ma thèse, c'était du coup de dégager les potentialités de médiation. Donc, par potentialité médiation, j'entends quelles images il peut diffuser, de quel phénomène physique on peut parler, selon quelle modalité, éventuellement quelles difficultés ça peut poser aussi pour le médiateur scientifique. Donc, grosso modo, mon travail s'est articulé autour de deux grandes étapes, dont le cœur de ma thèse, qui est l'analyse du logiciel, donc les images qu'il propose et les fonctionnalités qui permettent d'agir sur les images. Par exemple, modifier la taille ou la couleur d'un modèle 3D. Donc, on va revenir en détail là-dessus. Et de manière exploratoire, j'ai voulu aller gratter un petit peu plus loin, creuser un peu plus loin, jusqu'à un cas pratique de séance de planétarium où je suis allée analyser la manière dont un médiateur utilise le logiciel au moment où il a conçu sa séance de planétarium et puis au moment où il a animé. Voilà, donc c'est vraiment exploratoire, parce que dans l'idéal, il faudrait le faire sur beaucoup de séances de planétarium, mais c'était pas le cœur de mon sujet à ce moment-là. Donc moi, le cœur, c'était le logiciel, et donc je suis quand même allée voir ce qu'il se passe du côté de la médiation. Euh, alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, en fait, les développeurs du logiciel, lorsqu'ils travaillent dessus, ils se basent d'abord sur des images scientifiques. Donc, je vais commencer par définir déjà ce qu'est une image scientifique. Euh, la particularité de ce logiciel, c'est que la technologie d'image qu'il propose, c'est que ce sont des images de réalité virtuelle. Mais du coup, il a fallu que je m'intéresse à la réalité virtuelle et que je comprenne exactement ce qu'on met derrière ce terme-là et si effectivement ce logiciel représente des images de réalité virtuelle. Donc, c'est ce que l'on va définir ensemble. Euh, D'abord, on va définir ce que c'est la réalité virtuelle et ensuite, je vais vous montrer le logiciel
et je vais vous montrer en fait en action pourquoi je pense qu'effectivement, il fait bien partie de ces technologies-là. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans ce travail, c'est du coup comment, d'une image scientifique qui est produite par des spécialistes, on arrive à une image de réalité virtuelle qu'on utilise dans les logiciels de planétarium. Et donc, pour comprendre en fait ce passage de l'un à l'autre, j'ai mobilisé un concept qui s'appelle la transposition médiatique, que je vais prendre le temps de définir. Je ne le fais pas là tout de suite pour gagner un peu de temps, mais il y a une diapo dessus, on va le définir. L'ensemble de ces étapes m'ont permis ensuite d'aboutir à ma problématique de thèse, donc ce sur quoi je me suis intéressée en tant que jeune chercheur. Euh, et puis ensuite, je vais vous parler de la méthodologie que j'ai utilisée pour répondre à cette question-là. Euh, Si vous avez un petit peu lu les articles qu'on vous a envoyés avant, vous en savez déjà peut-être un petit peu sur cette méthodologie, mais en tout cas, je vais la reprendre, je vais l'illustrer, et ensuite, je vais vous montrer un exemple concret d'analyse sur une image du logiciel. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on ira voir comment le médiateur de la séance que j'ai analysée s'est approprié cette image-là en contexte de médiation à destination de ses publics. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une image scientifique? Alors, très succinctement, une image scientifique peut être définie, pardon, comme une image produite par un scientifique dans le cadre de son travail de recherche. Même si cette définition, elle paraît sommaire, en fait, elle renferme beaucoup de choses. Ça veut dire qu'une image scientifique, déjà prise toute seule, enfin, on ne peut pas prendre une image scientifique pour elle-même. Pour comprendre ce que c'est une image scientifique, il faut comprendre le cadre théorique dans lequel elle s'insère. Comment elle a été réalisée, avec quels instruments d'observation, par exemple, ou quels outils. Quel est le cadre d'interprétation qui permet de la comprendre. Cette image aussi, elle s'adresse au départ aux pairs du domaine, donc aux autres scientifiques. C'est pas une image qui, en principe, est accessible à du grand public. Ou en tout cas, il faut un accompagnement. Voilà. Donc, c'est tout ça, une image scientifique. Il faut vraiment prendre le contexte de production de cette image-là. Pour aller un petit peu plus loin, on peut dire aussi que ça consiste en une représentation visuelle, analogique ou symbolique, dans laquelle est encodée une interprétation scientifique du monde. Ça veut dire qu'une image scientifique, bah, c'est aussi un support. Ça peut être une photographie, une astrophotographie, comme ça peut être une image de synthèse, ou elle peut prendre encore d'autres formes. Par analogique ou symbolique, l'autrice renvoie ici en fait au rapport de similarité que l'image entretient avec son objet référent. Par exemple, une astrophotographie de la planète Saturne ressemble effectivement à la planète Saturne. Je la reconnais. Je reconnais la sphère, je reconnais le système d'anneaux. Voilà. Donc, il y a un rapport de similarité, c'est ça qu'on entend par rapport analogique. Pour le rapport symbolique, bah, c'est un cas où l'image entretient un rapport indirect avec le référent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître l'objet si on ne comprend pas comment elle a été produite, l'image. Voilà. Donc là, c'est un rapport vraiment indirect. Par exemple, un graphique fait partie des images scientifiques, les graphiques. Bon, ben là, on ne comprend pas, enfin, on ne reconnaît pas l'objet auquel ça renvoie, concrètement. Voilà. Euh, donc, il y a une autrice qui s'appelle Catherine Alamel-Raffine qui a travaillé sur les images d'astrophysique qui sont produites par les astrophysiciens et qui a proposé une catégorisation, une typologie plutôt des images qui sont produites dans ce domaine-là. C'est une typologie qui m'a beaucoup servi dans ma thèse. Donc là, je la présente rapidement parce que je ne m'en resserre pas après pour cette présentation en particulier, mais il me semble quand même important de la présenter. Donc pour cette autrice, il y a d'abord les images qu'on appelle les images sources. Ce sont des images qui sont produites par les instruments d'observation, par exemple, mais qui ne sont pas encore traitées. Donc il y a encore pas mal de défauts visuels, il y a pas mal de bruit visuel. Et sans un travail de nettoyage de ces défauts-là, on ne peut pas encore l'exploiter d'un point de vue scientifique. Ça, c'est la première image qui arrive dans l'ordre chronologique pour elle. Suite à un travail de traitement, eh bien là, on commence à voir les traits caractéristiques de l'objet que l'on a observé. Donc là, l'image, elle est retraitée. Elle a subi tout un processus de nettoyage pour voir apparaître les formes de l'objet, par exemple, ou ses couleurs. Là, par exemple, c'est une nébuleuse que l'on appelle les piliers de la création. Ensuite, il y a les images de synthèse. Parmi les images de synthèse, elle en retient deux types.
les images de simulation. Alors pour cette autrice, l'image de simulation consiste à reproduire euh, le plus parfaitement possible ce que l'on pourrait obtenir avec un instrument d'observation. En réalité, c'est un peu plus complexe que cela, euh, mais c'est comme ça que définit dans cette catégorisation la précise. Et du coup, je suis allée chercher pour cette image de simulée de trou noir l'équivalent au niveau de l'observation. Et donc, on voit qu'effectivement, bah, ça ressemble, quoi. Voilà. Et pour finir, il y a les images de modélisation, qui sont des images qui sont produites uniquement à partir de données théoriques, donc pas à partir de données d'observation. Donc là, à nouveau, j'ai pris l'exemple d'une image de trou noir. Donc, l'image de modélisation du trou noir a été produite en 1979. C'est la toute première image de trou noir que l'on a obtenue, basée sur des données théoriques uniquement. Et les images qui sont au milieu, donc là, on peut comparer déjà l'image avec l'image, pardon, de simulation et l'image qui a été ensuite observée hein, réellement. Donc ça, c'est juste pour l'exemple. On pourra y revenir après pendant les questions, il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà, ensuite, donc ces images scientifiques-là, en fait, elles servent, c'est une ressource pour les développeurs du logiciel. Ils les utilisent pour les mettre dans le logiciel et donc pour les faire devenir des images de réalité virtuelle. Le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'idées erronées que l'on se fait. Et donc, j'ai essayé d'aller creuser au maximum ce que l'on entend derrière ça. Et donc, je suis tombée sur un collectif d'auteurs qui a écrit une série d'ouvrages. Et si vous vous intéressez à la réalité virtuelle, je vous le conseille vivement, qui s'appelle Le Traité de la réalité virtuelle. Ce sera dans la bibliographie qu'il y a à la fin de la présentation, qui eux, en fait, ont formalisé tous les critères qui doivent être réunis pour définir une application ou un logiciel de réalité virtuelle. Donc, parmi ces critères, il y a le fait que le monde virtuel doit être en 3 dimensions d'espace. Dans ce monde virtuel, il doit exister, il doit y avoir des entités 3D, donc typiquement des modèles 3D. Dans mon cas, c'est des modèles 3D d'étoiles, de nébuleuses, de planètes. Ensuite, l'ensemble de ces images doivent évoluer en temps réel. Le temps réel, ça veut dire que lorsque j'agis sur l'image, l'image répond instantanément, sans temps de latence. Et surtout, quand elle défile à 60 images par seconde, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de saccade en fait. Vous voyez, quand on voit une image saccadée, c'est qu'en fait, il manque des images euh, entre-temps. Et du coup, on a l'impression qu'on a des arrêts par moment. Bon, bah, c'est ça. Dans une application de réalité virtuelle, on ne veut pas que ça saccade. On veut essayer de reproduire un environnement pseudo-naturel. C'est le terme qui est employé par ces auteurs-là. Et donc, il faut qu'on ait l'impression qu'on vive dans ce monde. Et donc, il faut que ce soit fluide. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un critère qui a été vraiment déterminant dans les analyses que j'ai fait après. Oups, je suis revenue en arrière, pardon. Ensuite, il y a la question des interfaces. Les interfaces visuelles et motrices. Alors, par interface visuelle, ce sont les écrans que l'on utilise. Très souvent, ce qui est le plus communément associé à la réalité virtuelle, ce sont les visiocasques. Mais ces auteurs expliquent qu'il y a certes des visiocasques, mais pas que. On peut aussi afficher une image de réalité virtuelle sur un écran d'ordinateur, euh, dans une salle immersive, par exemple. Et dans mon cas, du coup, pourquoi pas sur le dôme d'un planétarium. En fait, ce qui va changer, ça va être le degré d'immersion dans l'image. Mais réduire la réalité virtuelle au port du visiocasque, selon eux, est trop réducteur. Et les interfaces motrices, pardon, ce sont comment je vais agir dans l'image, en fait. Euh, donc, au niveau le plus avancé, on peut avoir des gants de réalité virtuelle, on peut avoir des tapis de marche, des choses très avancées. Mais au niveau le plus sommaire, un clavier et une souris suffit pour agir dans ce monde virtuel. Et pour finir, le critère qui est de loin le plus important pour ces auteurs-là, c'est surtout la liberté de l'utilisateur dans ce monde virtuel. C'est-à-dire qu'une réalité virtuelle doit permettre à l'utilisateur de choisir son scénario, d'aller là où il a envie d'aller, d'interagir avec les objets avec lesquels il a envie d'interagir. Il doit se créer, entre guillemets, sa propre histoire, quoi. Si ce critère de liberté n'est pas respecté, alors on tombe dans un film 360 degrés, mais on n'est plus dans de la réalité virtuelle. Voilà.
Donc là, j'insiste aussi là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi par la suite dans la méthode que j'ai utilisée. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai un visiocasque, que j'observe un monde, mais que je ne peux rien faire, alors je ne suis pas dans une VR. Je suis dans un film 360 immersif. Par contre, si j'ai mon visiocasque, mais que je peux faire tout ce que je veux dans le monde, alors là, oui, je suis bien dans une réalité virtuelle. Voilà. Donc, en bas, voilà, j'ai mis le nom de l'auteur, mais je l'ai mis aussi dans la bibliographie. Et donc, comment j'agis dans ce monde virtuel? Eh bien, j'agis via des fonctionnalités qui ont été catégorisées par les auteurs qui sont spécialistes de ce domaine-là et que j'ai résumé dans le tableau qui est derrière moi. Donc, il y a toutes les fonctionnalités qui permettent d'observer le monde, qui permettent de se déplacer à l'intérieur, de choisir sa vitesse, choisir sa cible, et puis d'interagir avec les objets virtuels. Donc, je peux les sélectionner, les manipuler, je peux changer la taille, euh, et je peux même enrichir le monde virtuel, par exemple, en ajoutant de nouvelles images à l'intérieur. Voilà. Et donc, je me suis demandé, sachant tous ces critères-là, est-ce que le logiciel que j'analyse est bien du ressort de la réalité virtuelle? Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Hop. Est-ce que vous voyez? Non, on ne le voit pas derrière moi. Si, ça y est, Si? ça y est. Ah, Ça y est. top. Bah, du coup, il y a les caméras, ça, c'est... On s'en Tu fiche. peux réduire, tu vois, avec Ah la oui. petite barre. Ah ouais, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Plus- Voilà. Donc là, c'est l'interface principale de ce logiciel-là. Donc par exemple, on va allumer les étoiles. Hmm. Manifestement, il aime pas trop le partage d'écran. Ça met du temps. Voilà, Ah, bah, c'est ça a peut-être... mis quelques secondes. Ah oui, ah oui, voilà. Ça fait plusieurs secondes, effectivement. Bon, du coup, on va attendre. Hmm. Ah, c'est bizarre quand même. Tu as une autre solution, c'est que Ouais. tu arrêtes ton partage d'écran et Et je le redémarre tu le après. remets en, en Ouais. ciblant. Ouais, ok, je vais essayer comme ça. Ça peut être l'autre solution technique. Ouais, parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le montrer directement. Et je sélectionne juste la fenêtre. Voilà. Ici, par exemple, je fais ça. Et c'est très long quand même. Je vais réessayer ça, parce qu'autant c'est le logiciel qui s'est mis à bugger, ça c'est possible. Je vais le redémarrer, parce qu'autant il n'a pas aimé le partage d'écran. Bon, désolé pour ce petit couac informatique. Voilà, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que déjà, on a bien un monde virtuel à l'intérieur, hein. Je peux me déplacer absolument où je veux. Je comptais vous montrer un petit décollage depuis la Terre, un petit voyage dans les anneaux de Saturne, par exemple, sortir de la galaxie, en fait, montrer un petit peu les possibilités que ça offre, mais surtout la liberté que le logiciel octroie Ça marche. aux médiateurs scientifiques. C'est bon. Voilà. Ok, j'attends qu'il charge. Poser une question, en fait. Donc, Oui. Oui. pour créer un logiciel de réalité virtuelle, il faut une quantité phénoménale d'images. En fait, il faut être capable de visualiser ces différents angles. Mm. Elles sont construites parce qu'il y en a une de base et après, le logiciel extrapole et c'est à prouver quelles sont les différentes visions, ou c'est en fait une somme d'une quantité en termes de problème. La plupart, oui, ce sont beaucoup de modèles 3D. Enfin, majoritairement, ce sont des modèles 3D qu'il y a dans le monde virtuel. Modèles 3D ou modèles 3D plus avancés, voire certains qui sont animés. Euh, il y a un cas particulier, c'est pour l'image du trou noir qui a été intégrée pour pouvoir représenter les déformations visuelles qu'il y a derrière. Là, ils ont en fait plaqué le modèle 3D du trou noir sur un fond étoilé en 2D, par exemple. Ça, c'était l'ancienne technologie. Là, c'est évolué depuis 2025, mais c'est le seul cas qui est comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais si c'est très technique, euh, je suis pas développeuse. Mais par contre, je peux mettre en relation avec mes collègues, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Euh,
Je vais déjà essayer sans le partage d'écran. Ouais, donc ça marche très bien sans partage d'écran. Est-ce que je retente avec le partage d'écran? Et là, il est partagé. Non, il n'est pas Ah non, non, partagé. on n'est pas en mode partage. Non. Est-ce que je retente ou... Vous avez besoin du... Vous vous débrouillerez sans partage d'écran? J'avais qu'un stream avant que ça craque, donc je trouve que Bon, ça, c'est bon. On fait sans? Ok. Bon, ça marche. Allez hop. Voilà, donc là, par exemple, j'ai affiché la Terre. Donc c'est un modèle 3D de la Terre. On voit effectivement que je peux me déplacer absolument comme je veux. Là, c'est moi qui choisis tous les mouvements. On peut décider d'aller vers la planète Saturne directement. Donc là, le logiciel choisit automatiquement la vitesse, mais si je peux programmer moi la vitesse aussi. Euh, donc je réponds à la condition du monde virtuel. J'ai bien des entités 3D de toutes sortes, hein, d'ailleurs. Voilà. Je réponds aussi aux critères du temps réel, parce que là, on voit que quand j'interagis, l'image, elle est fluide. Elle est encore plus quand c'est vraiment en installation en plein état, parce que ce sont des grosses tours d'ordinateur. Moi, c'est un ordinateur portable. C'est même plusieurs tours d'ordinateur qu'il y a, hein, ça peut aller jusqu'à 10. Voilà. Euh, hop, ah ben, on va sortir de la galaxie du coup, parce que je voulais le faire. Et puis j'adore cette séquence-là. Donc voilà, donc je réponds vraiment à tous les critères. Le seul truc, c'est qu'effectivement, au niveau des interfaces motrices, bon, bah, c'est très sommaire, c'est très souvent un clavier, un ordinateur. Alors, donc, on peut pas dire que ce soit immersif dans la manière dont le corps est investi dans la réalité virtuelle, hein. L'écran, l'interface visuelle privilégiée, c'est l'écran DOM sous le dôme du planétarium. Euh, alors, depuis quelques années, les médiateurs ont à disposition des visiocasques, mais ça leur sert à visualiser la séance qu'ils ont conçue avant que ce soit dans la salle. Voilà, c'est pas pour le public, c'est que pour le médiateur, par contre. Voilà. Et pour finir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on peut aller voir un trou noir. Hop, on va y aller en instantané. Voilà, donc là, on a vu le temps de chargement de l'image 2D qu'il y a derrière, d'ailleurs, hein, du trou noir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on va reprendre le logiciel juste après. Et je relance le partage d'écran, du coup, pour la suite. Hop, voilà. OK. Donc là, rapidement, hein, si je reprends mes critères, bon, ben là, on voit que j'ai tout, en fait, hein. La grosse différence avec d'autres applications de VR, ça va être le taux d'immersion, en fait, hein, de la personne. Et surtout, quelque chose que j'ai souligné aussi dans ma thèse, c'est que c'est une VR pour le médiateur, parce que c'est lui qui utilise le logiciel et qui interagit avec le monde virtuel. Les publics, eux, ils assistent à la séance. Donc, je suis pas sûre que ce soit une réalité virtuelle du point de vue des publics, parce qu'eux, ils n'interagissent pas avec avec l'image. Ils assistent à la séance. Indirectement, ils peuvent peut-être agir un peu dessus si le médiateur pose des questions et qui change un peu le scénario, mais pour moi, ça s'arrête là. Voilà. Mais ça peut très bien porter à débat, ce que je viens de dire d'ailleurs. Voilà. Et donc, eh bien, comment je passe du coup des images scientifiques telles qu'on les a définies à l'image de réalité virtuelle telle qu'on vient la définir là? Eh bien, pour ça, j'ai besoin d'un concept qui, bizarrement, j'ai toujours su qu'il était là, mais je l'ai intégré tard parce que, je sais pas, peut-être que c'était trop évident et des fois, on voit pas ce qui est vraiment évident. C'est le concept de transposition. La transposition, c'est un concept qui est d'abord apparu dans le champ de la didactique des sciences, qui a été introduit notamment par un auteur qui s'appelle Michel Viré, qui a été repris ensuite par Yves Chevalard. Et c'est un concept selon lequel, en fait, qui définit les modalités selon lesquelles un savoir savant devient un savoir qui est enseigné à l'école, donc dans l'institution scolaire. Donc le savoir savant devient d'abord, par exemple, un savoir à enseigner, c'est-à-dire un savoir qui est prescrit, c'est-à-dire à l'enseignant, on va lui dire, voilà, c'est ça que tu dois enseigner à tes élèves. Et ensuite, du savoir à enseigner, le savoir devient un savoir enseigné par l'enseignant à l'école. Et donc là, est à la charge à l'enseignant la manière dont il va le transmettre à ses élèves. L'ordre dans lequel il va aborder les savoirs, par exemple, les exemples sur lesquels il va s'appuyer,
la chronologie avec laquelle il va aborder les choses, etc. Donc ça, c'est vraiment la définition euh, basique de la transposition didactique. Le passage du savoir savant au savoir enseigné. Alors, pour que ce passage soit possible, il faut que le savoir réponde à certaines contraintes pour qu'il puisse devenir un savoir enseigné. Ça implique que tous les savoirs savants ne sont pas scolarisables à l'école, s'ils ne remplissent pas ces contraintes. Par exemple, une des premières contraintes, c'est le fait que le savoir scientifique, d'abord décontextualisé, c'est-à-dire qu'il est retiré de son lieu d'origine, concrètement tout ce qui est les méthodes de production, les méthodes d'expérimentation, le cadre théorique, même parfois les personnes qui ont généré ce savoir-là, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en considération. Mais par contre, le savoir, il va être recontextualisé, donc il va s'intégrer avec d'autres savoirs. euh, et donc, il va avoir de nouvelles significations, il va être abordé différemment que de la manière dont il est abordé par les scientifiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la contrainte de décontextualisation et recontextualisation. Un autre exemple, il faut que le savoir puisse être programmable sur le temps scolaire. Mhm. Si on ne peut pas le découper, par exemple, en module ou autre, pour qu'il puisse être enseigné sur une année scolaire, par exemple, dans ce cas-là, on ne peut pas l'intégrer. Ou encore, un autre exemple, il doit pouvoir être évalué. On doit pouvoir évaluer les élèves sur ce savoir-là. Les auteurs ont montré que tous les savoirs savants ne sont pas évaluables. Donc, on ne les enseigne pas à l'école, par exemple. Voilà. Éric Triquet, qui est mon directeur de thèse, lui, parle de transposition médiatique. Alors lui, il s'est intéressé à la conception d'une exposition de sciences. Et donc, il a repris ce concept-là, mais pour le cas d'une exposition. Donc lui, il parle du passage du savoir savant au savoir qui est exposé dans un centre de culture scientifique et technique, qui était celui de Grenoble d'ailleurs, celui qu'il a étudié. Et donc, lui, il a dégagé les contraintes qui sont propres aux médias de l'exposition et les personnes aussi qui sont en charge de ce passage-là, du passage du savoir savant au savoir exposé, voilà, pour aboutir au résultat final de l'exposition. En fait, c'est de ça qu'on parle, avec le savoir exposé. Si je suis pas claire, on pourra reposer les questions après, il n'y a pas de souci. Parce que je suis venue sans notes, donc voilà. Et donc moi, le concept de transposition médiatique, j'ai trouvé particulièrement pertinent parce que j'ai défini moi aussi le planétarium comme un média. Je vais pas dire pourquoi dans le temps imparti de la présentation, parce qu'on n'aura pas le temps. On pourra en discuter après. Mais dans la mesure où j'ai défini le plané comme un média, j'ai repris le concept de transposition médiatique. La grande différence, par contre, des auteurs précédents, c'est que moi, je m'intéresse vraiment aux images. Les images qui elles-mêmes, effectivement, embarquent des savoirs qui portent sur des phénomènes en astronomie et en astrophysique. Donc, c'est comme ça que je l'ai repris. Et donc, avec l'idée d'étudier, du coup, le passage des images scientifiques aux images de réalité virtuelle. Donc, concrètement, qui intervient dans ce travail-là de transposition, comment les images sont transformées, quelles sont les contraintes qui sont propres aux médias du planétarium, quelles en sont les conséquences ensuite sur l'image finale qui est dans le logiciel, quels sont les résultats, et par extension, comment le médiateur, lui, s'approprie ces images-là pour concevoir et animer une médiation. Et donc, ce concept-là m'a permis de formaliser, pardon, ma problématique de thèse, et qui est la suivante. Sachant que les logiciels pardon, de Planétarium mettent à disposition des images de réalité virtuelle qui sont le résultat d'un processus de transposition médiatique, du coup des images scientifiques produites dans les laboratoires, eh bien, quatre transformations sont à l'épreuve et quelles sont les incidences pour la médiation des savoirs. C'est ça ma problématique. Pour répondre à cette question-là, j'ai mis en place une méthodologie d'analyse d'image, pardon, puisque, en fait, étudier les transformations, ça implique pour moi d'analyser l'image, les transformations qui a eu lieu sur l'image. Euh, et donc, j'ai développé une méthode que j'ai appelée l'analyse sémioscientifique. Je vais expliquer pourquoi. À savoir, ce terme fait déjà débat. C'est pas grave. L'idée, c'est aussi de faire des propositions. Et surtout, il y a une raison pour laquelle je l'ai appelée comme ça. Cette analyse-là, elle réunit trois grands principes. Le premier principe, c'est le principe de monosémie des images. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh,
on entend souvent dire que l'image est polysémique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs sens. On peut l'interpréter de différentes manières. Moi, la question que je me suis posée, c'est une image scientifique, au départ, on ne peut pas l'interpréter de différentes manières. Parce que le scientifique, il produit cette image-là de manière très rigoureuse, avec des significations très précises. Donc, si on parle d'une image scientifique et qu'on l'inclut dans un logiciel de planétarium, est-ce que l'image de planétarium, eh bien, elle conserve cette monosémie? Voilà. Et donc, bah, pour savoir ça, je me suis intéressée aux signes plastiques des images, c'est-à-dire les couleurs, les formes, les textures. C'est-à-dire, je me suis dit, pour tel signe plastique, par exemple, cette couleur-là, qu'est-ce qu'elle veut dire d'un point de vue scientifique? Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur le phénomène physique que j'ai en face de moi? Cette forme-là, pareil, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur le phénomène physique que l'image est censée représenter? C'est en ce sens-là que pour moi, les images qui sont dans les logiciels de planétarium sont monosémiques, mais en tout cas, c'est les signes visuels qui le sont. Attention, hein. Voilà. C'est comme ça que je l'ai bâti, cette méthodologie. Par contre, ce que j'ai pris en compte aussi, c'est que bah, les images de réalité virtuelle, elles sont mouvantes, elles sont pas fixes, du simple fait que le médiateur peut activer des fonctionnalités, donc agir sur l'image. Or, si j'agis sur l'image, ça veut dire que l'image, les signes visuels changent. Si les signes visuels changent, est-ce que l'interprétation scientifique change? Et donc, j'ai aussi pris en compte bah, le fait qu'elle soit mouvante. Donc, l'interprétation, potentiellement, elle fluctue à mesure que l'image fluctue aussi. Et donc, pour ça, eh bien, j'ai repris le tableau des fonctionnalités que j'ai présenté juste avant pour prendre en compte, en fait, à chaque mouvement de l'image, quel signe plastique j'ai. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ma couleur change? Est-ce que ma forme change? Est-ce que la texture change? Oui ou non? Si oui, dans ce cas-là, comment je l'interprète ça? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le phénomène que je vois face à moi? Voilà. Euh, et donc, bah, in fine, l'objectif de cette méthodologie, c'est de m'aider à dégager les potentialités, mais aussi les limites, pardon, de médiation. Donc, ce que je peux interpréter de l'image, comment je peux l'utiliser. Voilà. On va voir un exemple tout de suite sur une image que j'ai choisie pour aujourd'hui, qui est l'image de la nébuleuse planétaire Helix. Donc, une nébuleuse planétaire, c'est une nébuleuse qui est produite à la fin de vie d'une étoile, comme le Soleil. À la fin de sa vie, en fait, l'étoile éjecte ses couches de gaz pour ne rester plus que le noyau qui est au centre. Et donc, ensuite, ces gaz-là, ils finissent par s'étendre dans le milieu interstellaire et puis par se diluer complètement. Je vais d'abord expliquer la genèse de production de cette image pour ensuite l'analyser ensemble. Donc cette image n'a pas d'abord été introduite directement dans le logiciel. Elle a d'abord été modélisée en 3D par une société de production qui s'appelle 3D Emotion pour les besoins d'un film de planétarium qui s'appelle Galactos. Leur objectif, c'était que le modèle 3D ressemble au maximum à l'image de référence, qui est celle qui a été prise par le télescope spatial Hubble. Euh, donc c'est pas ça qu'on va analyser, parce que moi, je n'analyse pas les films de planétarium, mais en tout cas, ça, c'était la première étape, en fait. À partir de ce modèle 3D-là, l'équipe de Sky Explorer voulait intégrer cette nébuleuse dans le logiciel. Donc, c'est l'image qui est à droite. Et donc déjà, là, on voit que d'une image à l'autre, on commence quand même à voir des différences, hein. Entre l'image qui est produite par Hubble et l'image qui est finalement intégrée dans SkyEx, même sans être spécialiste, on voit que c'est pas la même forme, pour commencer. Il y a une très grosse différence entre les deux. Donc, on va se concentrer plus que sur ces deux images-là pour l'analyser étape par étape. Euh, pour commencer, sa forme, alors là, je vais faire une petite analyse. Après, je vais vous la montrer dans le logiciel, parce que c'est intéressant de l'avoir dans le logiciel directement, pouvoir bouger autour pour bien voir en fait toutes les structures. On se rend compte déjà que la forme, c'est pas la même. Même si la capture d'écran n'est pas de très bonne qualité, on se rend compte quand même que là, il y a moins de consistance que le premier modèle 3D hein, qui a été produit. Donc ça, c'est notamment à cause d'une contrainte qui est plus significative que je ne le pensais dans la production d'un logiciel de planétarium, qui est le respect d'un des critères de la réalité virtuelle, pardon, qui est le temps réel. C'est-à-dire produire une image fluide
qui défile à 60 images par seconde. Pour un film, la question se pose pas parce que l'ordinateur a le temps d'enregistrer en fait toutes les images à l'avance. Dans un logiciel de planétarium, l'ordinateur doit envoyer les images tout de suite. Donc, s'il n'y a pas le temps de calculer l'image, c'est là où on va avoir des saccades et donc quelque chose qui n'est pas fluide et qui n'est pas agréable du tout à regarder. Et pour respecter ce critère de temps réel, il faut un petit peu alléger l'image, si je puis dire. Et donc, ça explique pourquoi déjà on a beaucoup moins de consistance entre l'image du milieu et l'image de droite, entre celle qui a été faite par 3D Motion et celle qui est finalement introduite. Pour respecter le critère du temps réel, les développeurs ont été obligés euh, de réduire les petites structures fines de la forme de la nébuleuse, de la rendre moins épaisse, par exemple, de ne pas représenter aussi certaines structures qui pourraient être représentées, parce que sinon, l'image n'était pas fluide. Donc, on répondait pas à ce critère-là. Euh, je vais vous la montrer en parallèle dans le logiciel, parce que ça se voit quand même vachement mieux comme cela. Hop. Ah mais c'est pas... je suis obligée d'arrêter le partage du coup. Je suis désolée. Oui, pardon. Et du coup, je suis obligée de relancer le logiciel. Voyez donc. Ouais, et par contre, tu as arrêté le partage, là? Parce Ouais. qu'il est toujours sur tes trois fauteuils. Oui, normalement, j'ai arrêté le partage, oui. Oui, 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 je l'ai arrêté, ouais. Ouais. Ben, pour le moment, on est sur les fauteuils. Ah, Ouais. bon, ça va arriver. Bon, je suis désolée, hein, je pensais pas qu'avec le partage d'écran, ça allait compliquer tout ça. Hop, bon, allez, c'est pas grave, on peut y retourner. Hop, Mhm. elle est là, Elix. Pardon. Hop, je vais changer. Ouais. Là. Tu arrêtes Ah, complètement le partage d'écran. ouais. Ouais. On arrête Et le là, partage d'écran, on ne pourrait pas saisir pendant quelques minutes, hein. et donc là, C'est bloqué. ouais, c'est bloqué tout à l'heure, on l'a voyé. Mhm. Bon, sinon, comment on va faire? On va faire comme ça, sinon. Voilà, j'ai dupliqué l'image de mon écran. Parfait. Comme ça résout le problème. Hop, donc je remets l'image de Helix juste en dessous. Donc l'image de référence, celle qu'on a eu tout à l'heure, elle est inversée, mais bon, ça, c'est pas grave. Et juste au-dessus, l'image du logiciel. Donc là, je peux tourner autour de la nébuleuse. Donc on a déjà expliqué en fait le fait qu'il y ait moins de détails, ça, c'est à cause du temps réel. Maintenant, on va s'intéresser à la forme. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment je peux interpréter la forme d'une nébuleuse du coup. Puis c'est partie de mes critères. C'est un de mes signes visuels. Et donc, pour pouvoir interpréter ça, il a fallu que j'aille creuser dans les articles scientifiques de chercheurs qui ont étudié cette nébuleuse-là et qui ont produit des images de cette nébuleuse pour comprendre comment eux, ils interprètent la forme et comment, par extension, moi, je peux interpréter celle du logiciel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, donc on voit que la forme, hop, je vais me mettre en mouvement automatique, on voit que la forme, elle est très déstructurée, quoi, hein. Il y a différents niveaux de structure. Euh, et pour eux, ça, bon, déjà, c'est caractéristique des nébuleuses planétaires, mais ça, elle a quand même des structures qui les étonnent. Par exemple, la plume qui est en haut à gauche, là. Pourquoi elle a ça? Pourquoi je l'ai pas de l'autre côté? Etc. Et donc, pour eux, cette nébuleuse a été potentiellement produite par une étoile assez massive de 6 masses solaires. Alors, pour indication, une masse solaire, c'est 1988 milliards de kilogrammes. Donc, 6 masses solaires, c'est 6 fois ce que je viens de dire. Donc, c'est très massif. Et donc, pour eux, ce serait caractéristique d'une étoile massive qui est en fin de vie, enfin, d'une étoile de cette masse-là plutôt, qui est en fin de vie. Ça a été notamment contredit par d'autres chercheurs qui pensent au contraire qu'il n'y a pas qu'une seule étoile au centre, mais en fait, il y en a deux qui tournent l'une autour de l'autre et l'interaction des deux pourrait expliquer
le fait qu'on ait des structures un peu chaotiques autour. Donc déjà, là, ça veut dire que les chercheurs sont pas d'accord entre eux sur l'explication de ces structures-là. Alors, il y a quand même un consensus. Le consensus, c'est la première explication que je viens d'expliquer. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres interprétations scientifiques possibles de la forme que prend la nébuleuse et donc l'interprétation que pourrait avoir, par exemple, un médiateur qui voudrait présenter cette nébuleuse-là au public. Par ailleurs, la modélisation 3D de cette nébuleuse, elle a porté, il y a eu beaucoup de débats scientifiques. La raison, c'est que, en fait, en astrophysique, quand on observe un objet céleste, les objets sont tellement loin qu'on observe une projection 2D du ciel. On ne peut pas voir les objets célestes en 3D parce que c'est trop loin. Donc, dès qu'on veut comprendre à quoi ça ressemble en 3D, eh bien, ça demande des méthodes très compliquées pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que telle structure est avant une autre? D'étudier les effets d'ombre et de lumière, les déplacements des structures pour voir comment ça évolue. Et en fait, on se rend compte que c'est compliqué de vouloir reproduire en 3D un objet céleste. Alors, il y a des techniques qui ont été développées, hein, mais du coup, quand on produit une nébuleuse en 3D, bah, très souvent, on va se heurter à des débats scientifiques là-dessus, à cause de cette incertitude-là. Donc ça, c'est pour la forme. Ensuite, quand je m'avance à l'intérieur de la nébuleuse, elle représente quand même les principales composantes caractéristiques des nébuleuses planétaires. Donc, ce que je vois en haut, là, c'est ce que l'on appelle des globules. Ce sont des petites régions denses que l'on retrouve dans ces nébuleuses-là, qui sont caractéristiques. Helix, c'est la première nébuleuse dans laquelle on a découvert ce type de structure, donc c'était important de le représenter. Et au centre, j'ai la naine blanche. Donc la naine blanche, c'est le résidu, c'est le noyau de l'étoile en fait qui s'est contracté. Donc c'est le résidu stellaire en fait, hein, qui est mis à nu. Et donc, elle est bien au centre, cette nébuleuse. Donc j'ai quand même les caractéristiques principales de ce type de nébuleuse. Ensuite, je me suis intéressée aux couleurs. Pourquoi j'ai du bleu? Pourquoi j'ai du orange? Pourquoi j'ai du rouge? À quoi ça correspond exactement? Euh, Alors, il faut savoir que c'est très compliqué de trouver la signification de ces couleurs-là, y compris quand les astrophotographies produites par les télescopes sont mises en ligne au public, parce qu'en fait, par les couleurs, en fait, ils indiquent les longueurs d'onde avec lesquelles ça a été observé, mais ils disent pas à quoi ça correspond concrètement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'observe? Donc là, pareil, en fouillant dans les articles de chercheurs qui ont vraiment étudié cette nébuleuse, j'ai pu dégager que la couleur bleue correspond plutôt à des gaz d'oxygène qui ont été produits dans le noyau de l'étoile, et les gaz orange et rouge correspondent plutôt à des gaz d'hydrogène et d'azote qui ont aussi été produits dans le noyau de l'étoile. Et lorsque l'étoile arrive en fin de vie, en fait, elle expulse ces gaz, et donc c'est ça qui se retrouve sous forme de nébuleuse autour du noyau. Il y a d'autres gaz, hein, évidemment, mais là, ce sont les principaux. Voilà. Hop, je vais reprendre la présentation. Hop là. Ouais, c'est bon. Hop. Hop. Et on était ici. Hop. Voilà. Donc là, j'ai résumé sur la diapo hein, tout ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire l'interprétation que l'on vient de faire ensemble. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je peux faire sur cette nébuleuse-là? Donc, c'est les fonctionnalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais aller chercher tout ce que le logiciel permet de faire pour interagir avec l'image de la nébuleuse Helix. Donc là, on a vu que j'ai pu plonger à l'intérieur, on a fait le tour. Donc déjà, tout ce qui est observer et se déplacer autour, ça, je peux le faire. Au niveau de l'agir, je peux l'afficher et l'éteindre du monde virtuel. Je peux faire comme si elle faisait pas partie de l'univers, sa nébuleuse. Je peux la masquer complètement, par exemple. Je peux modifier sa taille. Je peux modifier sa couleur aussi. Alors, c'est pas la couleur du modèle 3D que je peux modifier, mais je peux modifier la couleur de tout le logiciel, tout ce qui est à l'intérieur. Donc, par extension, je peux aussi changer la couleur de cette nébuleuse si j'en ai envie. Je peux prendre le modèle 3D et le changer de place. Je peux le mettre à un autre endroit, dans l'univers, par exemple. Je peux changer son orientation. Je peux l'associer à d'autres modèles 3D aussi, qu'il y a dans le monde virtuel. Je peux l'associer, par exemple, à un autre modèle 3D d'étoiles. Et en fait, toutes ces fonctionnalités-là me permettent de dégager le potentiel de médiation de cette image-là en particulier. Euh, pour représenter visuellement ces potentialités-là,
j'ai décidé de le représenter sous une forme de cartographie qui s'appelle une carte conceptuelle. Euh, bon, là, ça résume tout ce que j'ai dit avant. Parce qu'au départ, enfin, moi, je mets peu de texte dans mes diapos. Et quand on m'a dit que ça allait être partagé, du coup, j'ai rajouté celle-ci pour que vous ayez en fait une trace de ce que je viens de dire. Donc, j'ai créé une carte conceptuelle qui me permet de représenter visuellement, d'une part, qu'est-ce que le logiciel me permet de visualiser, et d'autre part, qu'est-ce que je peux inférer de cette image-là, d'un point de vue scientifique. Donc, les encadrés rouges, c'est ce que je peux représenter avec les images et les fonctionnalités du logiciel. Les encadrés verts, ce sont tous les phénomènes physiques que je peux interpréter à partir de cette image-là. Donc, par exemple, le premier encadré rouge, donc, bon, j'ai pas présenté les modèles 3D d'étoiles, mais les modèles 3D d'étoiles, je peux aussi modifier leur taille et leur couleur. Donc, je peux par exemple représenter une étape pendant laquelle l'étoile est en phase dite de géante rouge, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fin de sa vie, une étape pendant laquelle elle a gonflé et elle est vraiment sur le point d'expulser ses gaz. Le deuxième encadré, donc l'expulsion de l'enveloppe avant-stellaire, ça veut dire que là, ben, la nébuleuse commence à se former. L'étoile éjecte ses gaz. Ça, je peux le représenter parce que hein, je peux modifier la taille de la nébuleuse. Donc, si je veux reproduire une phase pendant laquelle elle les expulse, je peux placer la nébuleuse au niveau du modèle 3D d'une étoile, par exemple. Je la réduis au minimum pour que ça ne se voit pas, et puis je la fais grandir, et ça fait comme si, en fait, l'étoile expulsait son gaz. C'est ça une potentialité de médiation, en fait. C'est toutes les actions que je peux faire qui me permettent de donner du sens à ce que je veux raconter. Hop là, je reviens à ma carte, pardon. Donc, la nébuleuse planétaire, je peux effectivement la représenter. Et le fait que le gaz se disperse ensuite dans le milieu interstellaire, donc je l'ai évoqué aussi, je peux le représenter parce que, souvenez-vous, j'ai dit que je peux éteindre la nébuleuse. Mais je peux ne pas éteindre d'un coup. Je peux mettre une petite variation qui fait qu'elle disparaît progressivement dans le monde virtuel. Et donc là, je peux représenter le fait qu'elle se dissipe vraiment très progressivement. Et donc ensuite, pareil pour l'étoile, hein, je peux aussi représenter toute la phase pendant laquelle elle va se contracter pour former une naine blanche. Et je peux du coup parler de ses caractéristiques. Pourquoi elle est blanche? C'est parce qu'elle est très chaude. Sa densité, sa taille. Une nébuleuse, une naine blanche, pardon, c'est la taille de la Terre, typiquement. Je peux parler de tout ça. Je peux en parler à condition que je le sache, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, ce sont mes potentialités de médiation. Je sais, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. On pourra revenir sur cette diapo-là après, si vous le souhaitez. En tout cas, là, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment le médiateur que j'ai analysé a utilisé l'image de cette nébuleuse-là. Et donc pour ça, on va voir un extrait de la séance étoile du planétarium de Nantes. Donc là, pareil, je vais devoir stopper le, le partage. Et donc, c'est une séance qui porte sur la fin de vie d'une étoile comme le Soleil. Donc, on va la visualiser tout de suite. Donc ça, c'est un extrait que j'ai récupéré directement, hein. Donc, le Planétarium m'a autorisé à l'utiliser pour des communications. Donc là, dans cette séquence, on a d'abord le modèle 3D d'une étoile qui est censé représenter le Soleil. Donc, on va voir que le médiateur va changer la couleur de ce modèle 3D-là et sa taille pour représenter l'étape pendant laquelle l'étoile gonfle pour devenir une géante rouge. Donc, ça va se faire assez progressivement. Voilà, l'étoile est en train de gonfler. Donc là, ça veut dire bah, qu'elle arrive à la fin de sa vie, cette pauvre étoile. Et donc, juste derrière, on va voir apparaître progressivement la nébuleuse et qui va s'étendre derrière l'étoile pour reproduire en fait l'étape de formation de la nébuleuse planétaire. Voilà, donc là, il joue sur le paramètre de taille, la fonctionnalité de taille, pour la faire grandir. Enfin, en tout cas, on a l'impression, parce que je vais dire après la subtilité là-dessus, on a l'impression que la nébuleuse grandit et qu'elle se forme. Et vous avez vu le modèle 3D, hop là, il s'est réduit et il a changé de couleur pour représenter au centre la naine blanche. Et là, progressivement, le médiateur a joué sur la fonctionnalité qui permet d'éteindre la nébuleuse pour représenter l'étape pendant laquelle elle se dissipe dans le milieu interstellaire. Donc là,
Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette pratique-là de médiation, c'est que le médiateur fait en réalité preuve d'une très grande créativité au niveau des fonctionnalités que même moi, j'avais pas anticipé au moment où j'ai analysé en fait cette image-là. Euh, pour moi, pour représenter ça, on pouvait superposer deux modèles 3D. Comme je l'ai dit, on réduit la nébuleuse et ensuite on augmente la taille pour représenter l'étape de formation de la nébuleuse. Lui, à ce moment-là, il n'avait pas connaissance que c'était possible dans le logiciel. Du coup, dans cette séquence, il joue en réalité sur un effet de perspective entre deux objets 3D du monde virtuel, une étoile et la nébuleuse qui est en arrière-plan. Et donc, en jouant ces paramètres-là, il a réussi à se débrouiller pour qu'on garde l'étoile fixe face à nous, mais en réalité, la caméra se déplace dans le monde virtuel et en fait, on se déplace dans la nébuleuse. Et du coup, on a l'impression que la nébuleuse se forme à partir de l'étoile et on n'y voit que du feu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une créativité très forte hein, qui se dégage de ce paramètre-là. D'accord, j'ai bientôt fini. Et donc là, sur la fin de la séquence, on s'est approché de l'étoile et on voit qu'elle est en train de s'éteindre pour devenir une naine noire. Ça veut dire que l'étoile ne brille plus. Elle est morte. Voilà. Donc là, il a joué sur le paramètre de couleur et le paramètre d'intensité aussi pour réduire vraiment au maximum la luminosité du modèle 3D. Hop, donc oui, c'est bon. Je remets le partage du coup. Hop, voilà. Voilà, donc la séquence. Ah, ok. Donc la séquence, je l'ai un petit peu analysée en parallèle. Euh, mais ce qui est ressorti de cette analyse-là, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué parce que ça montre la manière vraiment dont le médiateur s'est approprié le logiciel. L'étoile, là, elle était censée représenter la fin de vie du Soleil. Sauf que, comme je l'ai dit, il a joué sur un effet de perspective parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait placer cette nébuleuse au niveau du modèle 3D du Soleil. Donc, il a pris une étoile quelconque dans le logiciel qui était bien alignée avec cette nébuleuse-là dans le monde virtuel pour jouer de cet effet-là. Et ensuite, il a modifié les paramètres de ce modèle 3D-là pour la faire ressembler au Soleil. Voilà. Donc ça, on est un peu sur du bricolage, hein. Si vous connaissez l'auteur Michel de Certeau, il parle de bricolage, euh, pas pour les sciences d'infocom, mais pour un autre domaine. Et donc moi, j'ai repris ce terme-là parce que là, on voit vraiment la manière dont, en fait, c'est la pratique du quotidien, c'est la pratique concrète du médiateur. Si on veut replacer ça au niveau de la transposition médiatique que j'ai présentée avant, là, en fait, on voit comme l'enseignant qui récupère le savoir à enseigner pour se l'approprier et l'enseigner, et bien là, le médiateur s'approprie les ressources qui sont offertes par le logiciel pour aboutir au savoir qui est médié. On dit pas trop ce mot, enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, qui est mis en contexte, en situation de médiation. Voilà. Donc là, c'est le travail du médiateur. Et du coup, j'ai comparé la carte conceptuelle que je vous ai montrée auparavant avec celle du médiateur. La voici. Donc, les carrés rouges, ce sont de nouveau les éléments qu'il représente avec le logiciel, pardon, et les carrés verts, c'est les éléments de son discours. Donc là, on voit qu'il représente la nébuleuse, mais il n'en parle pas du tout dans son discours-là. Quand j'ai posé la question, c'était un choix de sa part, parce qu'il voulait vraiment se concentrer sur l'évolution de l'étoile. Donc, pour un souci de temps, la nébuleuse est un peu passée à la trappe. Et par contre, il va beaucoup plus loin au niveau de l'évolution de l'étoile. Moi, par exemple, j'avais pas repéré qu'on pouvait aller jusqu'à la naine noire en combinant toutes ces fonctionnalités-là. Lui, il l'a fait. C'est pour ça que j'ai mis en violet, parce qu'en fait, ça étend les potentialités du logiciel. Ce qui est intéressant à montrer une naine noire, c'est qu'en fait, en très peu de temps, le médiateur, au niveau des savoirs, passe d'un objet que l'on connaît, une étoile qui est en train de vivre sa vie, qui est en fin de vie d'ailleurs, et dont la théorie de l'évolution stellaire permet de reproduire les étapes de fin de vie, à une naine noire qui est en réalité un objet que l'on n'a jamais observé, qui potentiellement n'existe pas encore dans l'univers, mais qui est prédit par la théorie de l'évolution stellaire. Donc là, cette séquence a duré 4 minutes. En 4 minutes, on est passé d'un statut du savoir, qui est un savoir qui est construit effectivement par les scientifiques, à une prédiction théorique qu'il a voulu représenter quand même sous forme d'image. Voilà. Donc, hop, bon. Donc, du coup, pour conclure,
ce travail-là, il m'a vraiment permis aussi de commencer à voir les écarts entre ce que le logiciel permet et la manière dont un médiateur se l'approprie, en fait, hein, concrètement, sur le terrain. Il faut savoir que dans les études en sciences de l'information et de la communication, l'étude de l'utilisation des dispositifs numériques par le médiateur en particulier, il y en a très très peu encore pour le moment. Donc, mon travail contribue en fait à alimenter cette partie-là de la recherche. Euh, et aussi sur le domaine des planétariums, qui pour moi est un terrain qui est malheureusement oublié pour le moment. Pour les études en sciences d'infocom en France, je précise, parce que c'est très dynamique, par exemple, dans tout le monde anglo-saxon, surtout du côté de la didactique. Euh, et donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.